Le corps sans vie d'une adolescente est retrouvé près d'une autoroute. Elle n'a aucun papier d'identité sur elle. Commence alors pour les enquêteurs un véritable jeu de piste pour retrouver son identité et celle de la personne responsable de sa mort. Un jeu de piste qui durera près de 40 ans. Aujourd'hui, la triste histoire de Valentine Sali. Hello la team, le jeudi 25 novembre, dans quelques jours, à 18h30 aura lieu le live mensuel sur Scène de Crime TV et il va parler ce mois de l'affaire de Delphine Jubilard. Valentine Amara, journaliste au Point qui a longuement travaillé sur l'affaire, sera l'invitée du jour. Alors cette histoire, je pense qu'on la connaît tous, elle passionne littéralement la France depuis plusieurs mois. Nous allons nous replonger au cœur de cette passionnante affaire et tenter d'en savoir plus. Alors n'hésitez pas, c'est le but de cette introduction, à vous emparer de vos claviers pour nous poser toutes vos questions et nous allons à notre tour les soumettre à la journaliste comme on l'avait fait pour l'affaire du grêlé. J'en profite pour remercier d'ailleurs tous ceux qui ont joué le jeu avec leurs questions passionnantes. Le live aura lieu donc sur la plateforme Scène de Crime TV. Pour pouvoir le voir, et comme vous le savez, il faut être abonné. Je vous laisse les détails en barre de commentaires. Je précise, et ça n'a pas changé, que ce n'est toujours pas un partenariat. Notre contrepartie, c'est l'avantage pour notre communauté de pouvoir y souscrire à moindre prix, 2,99€ par mois à vie au lieu de 5,99€. Vous pourrez réagir en live également et y poser toutes vos questions et on les lira comme on l'avait fait la dernière fois. Tous les liens sont en barre d'infos et s'il vous plaît, vérifiez bien que la réduction a bien été prise en compte avant de la valider. Voilà, on a hâte et on vous laisse avec la vidéo. Il y a près de 40 ans, le 14 février 1982, le corps d'une jeune femme a été retrouvé en périphérie de la ville de Flagstaff, en Arizona, dans le comté de Coconino. Et pas à n'importe quel endroit, c'était au pied de l'autoroute Interstate 40, qui est l'une des plus grandes autoroutes du pays, puisqu'elle traverse une grande partie du pays. C'est une autoroute donc très fréquentée, et notamment par de nombreux poids lourds. Le 14 février, on avait signalé à la police qu'un pneu s'était détaché d'une voiture, tôt ce matin-là. Un pneu qui traîne sur une autoroute, c'est potentiellement très dangereux, alors un officier avait été envoyé sur les lieux afin de le retrouver et de le récupérer. Mais ce qu'il trouvera le laissera sans voix, sous un cèdre. À 8 mètres de la bordure de l'autoroute se trouve le corps d'une femme. Elle est face contre terre et vêtue d'un seul soutien-gorge et d'un jean bleu. Le spectacle est littéralement désolant, il lui manque une large partie de son visage ainsi que son oreille droite, probablement mangée par les animaux et les insectes. Et près du corps, il y a un pull rayé blanc et rouge. Sûrement un viol ou une tentative de viol qui s'est soldée par un meurtre, se dit l'enquêteur. Une équipe spécialisée arrive rapidement sur les lieux et ce qui marque les enquêteurs, c'est que les passants de la ceinture de la jeune femme étaient étirés, ce qui les laisse penser qu'elle a probablement été traînée par son jean de l'autoroute à l'arbre sous lequel elle a été retrouvée, sans doute, vous l'aurez deviné, dans le but de retarder sa découverte. Et bientôt une autopsie est réalisée pour tenter d'en savoir plus sur la malheureuse. Le légiste établit qu'elle est morte probablement 2 semaines avant sa découverte, soit entre la dernière semaine de janvier 1982 et la première semaine de février 1982. Et détail sordide, ce n'est a priori qu'une enfant, en tout cas moi, ce que j'appelle une petite, puisqu'elle est sûrement, d'après les constatations, âgée d'une 15aine d'années seulement. Mais le médecin ne peut écarter l'hypothèse qu'elle est peut-être un peu plus âgée. Les causes de son décès sont indéterminées, probablement à cause de la décomposition du corps, même si toutefois le légiste suppose qu'elle a probablement été asphyxiée, ce qui expliquerait justement le manque de traces sur le corps de la victime. Selon lui, ce serait la décomposition du corps qui aurait effacé les traces de strangulation. Et enfin, le médecin légiste est en mesure d'affirmer qu'elle n'a pas été agressée sexuellement. Ses cheveux sont blonds vénitiens, elle a les cheveux raides, elle a une cicatrice sur la cuisse droite, sur le devant, et il y avait un mouchoir blanc en tissu dans sa poche. Un portrait robot est effectué, et je vous laisse en juger de la qualité par vous-même. Il est clairement, en tout cas à mon sens, de piètre qualité, mais difficile de faire mieux au début des années 80.
Et il y a un problème de taille, je vous le disais en introduction. Elle n'a aucun papier d'identité sur elle. Un avis de recherche est diffusé dans la presse ainsi que dans divers commissariats de la région, mais personne ne reconnaît la pauvre adolescente. Elle sera d'ailleurs appelée Valentine Doe, parce qu'elle a été retrouvée le jour de la Saint-Valentin, et plus tard, elle sera surnommée Valentine Sally. Mais bientôt, alors que les enquêteurs font une enquête de voisinage, donc dans les environs, et notamment sur les aires d'autoroute que traverse l'Interstate 40, Patty Wilkins, une serveuse et copropriétaire d'un café local, le Monte Carlo à Ashfork, en Arizona, croit reconnaître la jeune fille, enfin pas tout à fait la jeune fille, ce portrait robot c'est compliqué de reconnaître qui que ce soit, mais ce dont elle se souvient c'est surtout de ce pull. Et elle raconte, elle se souvient parfaitement de ce jour du jeudi 4 février 1982, c'était donc 10 jours avant la découverte du corps, à 15 miles de la sordide découverte. Ce jour-là, à l'aube, aux alentours de 3h du matin, une jeune fille habillée d'un jean et d'un pull rouge et blanc à rayures, ainsi que d'une veste bleue, a passé le pas de la porte. Elle avait l'air jeune. La serveuse est cependant incapable de lui donner un âge, 16 ans, peut-être 20, impossible pour elle de donner plus de précision. En tout cas, elle n'était pas seule, cette jeune fille. Il y avait avec elle un homme, caucasien, âgé d'une 60aine d'années, assez grand, environ 1m80. Il avait l'air, dit-elle, d'un cow-boy. Il portait un gilet en cuir brun, ainsi qu'un chapeau de cow-boy orné de plumes. Et si elle se souvient aussi bien de ses deux clients, c'est que la jeune fille avait l'air mal en point. Elle se tenait le côté gauche de la mâchoire et avait de toute évidence très mal aux dents. L'homme, qu'elle pensait être son père ou son oncle, a alors commandé 2 petits déjeuners, mais la jeune fille ne voulait pas manger. Elle n'a d'ailleurs rien mangé, la seule chose qui l'intéressait, c'était de savoir si la serveuse avait un cachet d'aspirine pour calmer sa rage de dents. Et comme la serveuse en avait un dans son sac, elle était partie lui en chercher un. C'est pour ça qu'elle se souvient aussi bien de ses 2 clients. Elle se souvient qu'ils sont restés environ 1 heure. L'homme se montrait très prévenant avec la jeune fille. Et ce qui l'a marqué aussi, c'était la grande beauté de la jeune femme. Elle était, selon elle, extrêmement jolie. Elle se souvient aussi de ses grands yeux bleus. Et ce témoignage va être pris très au sérieux car le rapport du légiste va dans ce sens. L'une des molaires gauches de Valentine Sally était à vif. Elle était percée, dévitalisée dans l'attente d'un traitement dentaire et ce, 1 semaine avant sa mort. Et d'après le légiste, elle a dû ressentir une vive douleur. Mais malgré ce témoignage, l'enquête va stagner, impossible de savoir qui elle est. Mais bientôt en 1984, soit 2 ans après la découverte du corps, l'affaire va connaître une avancée drastique. En recoupant avec les disparus pouvant correspondre, les enquêteurs font le lien avec une jeune fille, une certaine Melody Cutlet. Elle n'avait plus donné signe de vie depuis 1980, elle s'était enfuie de chez elle et était originaire de Floride. Un médecin légiste a été chargé de comparer les dossiers dentaires de Melody avec ceux de Valentine Sally et il est catégorique, il s'agit de la même personne. Les dents sont alignées de la même manière. La famille de Melody n'y croit pas, impensable pour eux certes. Leur proche est une fugueuse, mais pour eux, jamais la jeune fille se serait retrouvée dans une telle situation, d'après eux, en tout cas, ils refusent de l'entendre. Mais les sciences médico-légales ont parlé, l'affaire est classée, et bientôt la pierre tombale de Valentine Sally est remplacée, il y a désormais son identité dessus, à savoir Melody Cutlet. Mais à la surprise générale, Melody Cutlet réapparaît saine et sauve 2 ans plus tard en 1986. Elle n'est donc pas Valentine Sally. L'enquête est alors réouverte. Mais détail sordide, la pierre tombale de Valentine Sally ne sera jamais remplacée. Elle restera au nom de Melody. Et malgré une enquête intensive et approfondie, les enquêteurs n'arrivent pas à mettre la main sur l'identité de la jeune femme. Et l'affaire va, avec les années, gagner en popularité. À l'image de cette affaire que nous avons déjà traitée récemment, les Jane et Joe Doe. De nombreuses jeunes filles à travers les années vont être soupçonnées d'être Valentine Sally, Amy Yashmimek, Dorothy Cleat Hero, Charlotte Kinsey, Eva Rydal, Diane Webb,
Dina McCann, etc., etc. Valentine Sally fait partie des Jane Doe les plus populaires des États-Unis et même les détectives amateurs, donc c'est-à-dire vous et nous, vont tenter de trouver son identité à travers les années en faisant des recoupements avec diverses jeunes filles portées disparues, mais en vain. En 2014, le NCMCE, à savoir le National Center for Missing and Exploited Children, va être saisi de l'affaire et sera alors dresser un nouveau portrait robot plus précis, cette fois de Valentine Sally. Pour ce faire, le corps va être déterré et c'est à partir du crâne que les spécialistes vont tenter de recréer les traits du visage de Valentine Sally. Rappelons que lorsque vous voyez des portraits robots en noir et blanc, c'est que la décomposition du corps n'a pas permis de détailler avec précision ni la couleur des yeux, ni la couleur de la peau, etc. Donc, parfois même de la couleur des cheveux. Donc dans le doute et pour maximiser les chances de reconnaître la personne, le noir et blanc est privilégié. Et malgré les années qui passent, les enquêteurs se succèdent, ils ne désespèrent pas. L'une des gestionnaires de l'affaire au sein du NCMEC, Ashley Rodriguez, a déclaré « On peut tout à fait résoudre cette affaire, il y a tellement d'éléments, un portrait robot, des photos de vêtements et une piste suggérant qu'elle a été vue dans la région avant sa mort. » Et grâce à cette nouvelle exhumation du corps, les enquêteurs en savent un peu plus sur son âge. Elle aurait entre 15 et 20 ans. On en apprend davantage sur l'affaire. Elle portait donc les vêtements que je vous ai déjà cités, ainsi qu'un soutien-gorge taille 36. On pense qu'elle mesurait entre 1m67 et 1m70 et qu'elle pesait environ 54 kg. Et malgré la grande médiatisation de l'affaire, l'identité de Valentine Sally reste introuvable. Et les théories vont affluer. Et s'il ne s'agissait pas d'un meurtre ? Et si elle était morte d'une infection liée à sa dent de sagesse ? Mais pour beaucoup, cette théorie ne tient pas. Rappelons qu'elle a été retrouvée vêtue d'un simple soutien-gorge et d'un jean, ce qui ressemble plus pour beaucoup à une tentative d'agression sexuelle qui aurait abouti sur un meurtre. Seul espoir que l'un de ses proches fasse le lien et se manifeste, mais les années passant, près de 40 ans, cela devient de moins en moins probable. Mais le NCMEC, conjointement avec les forces de l'ordre, continue de travailler en silence. Et ils vont faire une recherche ADN à travers ces bases de données génétiques commerciales, les mêmes que lorsque vous faites un test ADN pour découvrir vos origines. Et ça va finir par matcher. Plusieurs parents sont identifiés. On sait donc avec certitude qu'ils font partie de la famille de la jeune fille. Les officiers de police vont les interroger. Effectivement, il y a bien une jeune fille disparue dans leur famille, donc pas dans leur famille immédiate, mais plutôt lointaine. C'est une jeune fille de 17 ans du nom de Caroline Celeste Eaton. Elle était originaire du Missouri et s'était enfuie à Noël 81 ou à la veille du Nouvel An 82 suite à une dispute avec ses parents. Des comparaisons ADN sont alors effectuées et après vérification, Valentine Sally est bien Caroline Celeste, ce qui signifie qu'elle est morte seulement 1 mois et demi après avoir fugué. Malheureusement non, nous ne savons pas grand-chose sur Caroline, l'objet du litige par exemple avec sa famille, ni même qui elle était vraiment, son caractère. Sachez que souvent les familles se braquent, par pudeur elles se terrent dans le silence lorsque l'identité de leurs proches est dévoilée, et ce n'est pas pour rien qu'elles se terrent dans le silence, souvent elles sont littéralement attaquées en ligne par les internautes. C'était le cas de la famille par exemple de Lyle Stevick. Nombre d'internautes avaient pris en grippe la famille et les avaient retrouvés et menacés, les jugeant coupables du triste sort qu'avaient connu leurs proches. Donc peut-être que c'est le cas également pour Caroline. Et dans le cas de Caroline, sa famille, pour des raisons qui ne sont pas indiquées, n'a pas déclaré sa disparition auprès des autorités au moment de sa disparition. La seule chose que l'on sait d'elle, c'est qu'elle est née le 1er octobre 1964, qu'elle avait pas moins de 5 sœurs. C'était une adolescente troublée, elle avait donc 17 ans quand elle s'est enfuie de sa maison de la petite ville de Bellefontaine Neighbors, dans la banlieue de Saint-Louis, après encore une fois une dispute avec sa famille vers Noël en 1981. Donc il va être difficile de vous en dire plus concernant cette jeune femme. Mais alors, si c'est bien elle que la serveuse a vue dans son restaurant, qui est cet homme d'une 60aine d'années ? C'est peu commun de voir une jeune fille traîner avec un homme aussi âgé. Une chose est sûre, il est sûrement mort aujourd'hui. A-t-il pris la jeune femme en stop ? S'est-il occupé d'elle non pas par charité chrétienne, mais dans l'espoir d'avoir des rapports intimes avec elle ? Elle l'aurait peut-être repoussée, ce qui aurait entraîné sa mort. Puis il se serait débarrassé de son corps en bordure de route. Qui sait, ce ne sont là que des théories. On ne saura probablement jamais le fin mot de cette histoire, mais comme j'aime à dire, dans son malheur, Caroline a eu de la chance. On sait désormais qui elle est. Ils sont nombreux à ne pas avoir eu cette chance, à l'image de 7 enfants
qui reste non identifiée. Et d'ailleurs, je vais en profiter, l'histoire est trop courte pour en faire une vidéo, mais elle m'a profondément touchée, donc je vais en profiter pour vous raconter son histoire. Concernant ce petit enfant, c'était il y a 46 ans, en 1976, dans la ville de Greece, du côté de New York, dans un sous-sol d'un complexe d'appartements, on découvre un coffre. Et dans ce coffre se trouvent les restes squelettisés d'un enfant. Il portait ce petit pull bleu et marron que l'on pense être un pyjama ainsi qu'une couche. À l'époque, impossible de savoir s'il s'agit d'une petite fille ou d'un petit garçon. Impossible également de connaître son âge. On ne sait toujours pas à ce jour qui est cet enfant, ni s'il habitait là. Les recherches des anciens locataires et propriétaires n'ont rien donné. En 2015, les forces de l'ordre se sont replongées dans cette affaire et ont fait appel au NCMEC, toujours eux, pour les aider dans leur enquête. Un portrait robot a donc été effectué à partir du crâne de l'enfant. Les nouvelles technologies ont permis d'en savoir plus. Il apparaît que l'enfant est de sexe masculin. Il avait les cheveux bruns et il avait entre 3 et 5 ans. Il a probablement été placé dans le coffre au début des années 70 et je me suis toujours posé la question: pourquoi ceux qui ont fait ça n'ont jamais pris la peine de déménager ce coffre au moment où ils ont quitté les lieux, en tout cas de cacher ce coffre? Peut-être sont-ils partis dans la précipitation, qui sait, peut-être qu'ils s'en fichaient tout simplement. Sachez que ce petit garçon avait des particularités au niveau du crâne qui laissent penser qu'il souffrait d'un handicap lourd. Il avait une excroissance au niveau du crâne. On pense qu'il n'a jamais pu marcher et qu'il souffrait d'un déficit mental grave. L'étude de ses os a révélé qu'il était dans un état avancé de malnutrition. Le mot martyr dans son cas est un euphémisme. Il a de toute évidence été négligé et n'avait aucune possibilité de se défendre, seul et livré à la merci de ses bourreaux. Si son petit corps a été retrouvé dans le sud-est, l'analyse en isotope, elle, a démontré qu'il y avait vécu un temps, mais qu'il avait passé une grande partie de sa courte vie à l'ouest de l'État. Un nouvel appel à témoins a été diffusé grâce à la ténacité de la police de Greece. Il a la chance que n'ont pas d'autres, il a désormais un visage. Les enquêteurs se disent déterminés, mais malheureusement, à ce jour, son identité n'a toujours pas été retrouvée. Voilà, je tenais à vous parler de cette histoire qui m'a bouleversée. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, on attend vos questions concernant Delphine Jubilard. Je suis sûre que vous connaissez par cœur cette affaire. Si cette affaire a éveillé en vous des interrogations, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part en barre de commentaires. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous suivre sur notre Instagram, YouCrimSister, à faire un tour sur notre Tipeee. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire.